Pourquoi est-ce que presque à chaque fois qu'un jeune joueur africain signe dans un grand club européen, la même question revient en boucle sur les réseaux sociaux? Il a vraiment cet âge-là? Cette semaine encore, un transfert à plus de 100 millions d'euros a réveillé ce débat, et cette fois, il touche directement le Real Madrid. Mais avant de vous parler de ce cas précis, il faut comprendre une chose. Cette polémique n'est pas nouvelle, elle n'est pas isolée, et elle repose sur un problème beaucoup plus large que ce que la plupart des gens imaginent. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir sur les méthodes utilisées pour vérifier l'âge des footballeurs va sans doute changer votre regard sur ce genre de rumeur la prochaine fois qu'elle apparaîtra sur votre fil d'actualité. Commençons par le transfert qui a relancé la discussion. Cet été, le Real Madrid a bouclé l'arrivée de Yann Diomandé, jeune ailier ivoirien en provenance du RB Leipzig, pour un montant qui avoisine les 140 millions d'euros. Un chiffre énorme pour un joueur présenté comme âgé de 19 ans, révélé lors de la dernière Coupe du Monde et auteur d'une belle saison en Bundesliga après être passé par le centre de formation du Leganés. Un profil impressionnant, un prix qui a fait parler, et forcément, sur les réseaux, les mêmes commentaires qui reviennent à chaque gros transfert impliquant un jeune talent africain. Il ne fait pas 19 ans, regardez sa carrure. En Côte d'Ivoire, les papiers ne sont pas fiables. Des messages qui se comptent par milliers, qui tournent en boucle et qui, avouons-le, sonnent presque familiers, tellement on les a déjà lus pour d'autres joueurs avant lui. Et c'est exactement là que se trouve le vrai sujet de cette vidéo. Ce n'est pas de savoir si tel ou tel joueur ment sur son âge, c'est de comprendre pourquoi ce doute revient systématiquement, pourquoi il touche presque toujours les mêmes régions du monde, et surtout, comment le football a essayé de régler ce problème avec des méthodes parfois surprenantes. Parce que oui, la vérification de l'âge des footballeurs est devenue une véritable science, avec des protocoles précis, des instances dédiées et des conséquences qui peuvent littéralement briser une sélection nationale entière en quelques minutes. Il faut d'abord remonter à l'origine du problème. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, l'enregistrement des naissances à l'état civil n'a longtemps pas été systématique, en particulier dans les zones rurales, loin des grandes villes. Un enfant pouvait naître sans que sa date de naissance soit consignée immédiatement dans un registre officiel. Des années plus tard, quand ce même enfant devenait footballeur et qu'il fallait produire un acte de naissance pour s'inscrire dans un club ou une sélection, la date indiquée pouvait être approximative, parfois établie de mémoire par la famille, parfois reconstituée administrativement bien après les faits. Ce n'est donc pas, à la base, une histoire de tricherie organisée. C'est un problème de fiabilité documentaire, hérité de systèmes administratifs qui n'ont pas toujours eu les mêmes standards que ceux qu'on connaît en Europe. Le problème, c'est que ce flou a aussi ouvert la porte à de véritables abus, parce que dans le football, l'âge, ce n'est pas un détail administratif anodin. C'est un facteur qui peut multiplier la valeur marchande d'un joueur par 2, par 3, parfois plus. Un attaquant de 16 ans qui marque 20 buts en compétition junior représente un potentiel énorme pour un club qui cherche à investir sur le long terme. Le même joueur, s'il a en réalité 21 ans, n'a plus du tout le même attrait, parce que sa marge de progression est perçue comme beaucoup plus limitée. Résultat, dans certaines académies, dans certains circuits parallèles, la tentation de rajeunir un joueur sur le papier est réelle, parce que ça augmente ses chances d'être repéré, ça facilite son passage dans des compétitions de jeunes où la concurrence est moins forte physiquement, et ça peut faire grimper significativement le prix d'un transfert. Face à cette réalité, les instances du football ont fini par agir, et la méthode qu'elles ont choisie est assez fascinante. Depuis plusieurs années, la Confédération africaine de football utilise l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, pour vérifier l'éligibilité des joueurs dans les compétitions de moins de 17 ans. Le principe est simple à expliquer, même s'il repose sur une base scientifique solide. On passe le poignet gauche du joueur dans un appareil d'IRM, et les médecins observent le cartilage de croissance, cette zone du squelette qui, chez un être humain, finit par se souder complètement à l'os autour de l'âge de 17 ou 18 ans. Si l'image montre une soudure complète, cela signifie que le joueur a dépassé l'âge limite autorisé pour la compétition, peu importe ce qui est écrit sur son passeport. Ce test ne donne pas un âge exact au jour près, mais il permet de trancher une question simple et cruciale. Ce joueur a-t-il, oui ou non, l'âge requis pour participer à cette compétition précise? Et les conséquences de ces contrôles ont été spectaculaires. Prenez l'exemple du Cameroun, en janvier 2023, lors des qualifications régionales pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le pays organisateur a lui-même décidé de passer ses joueurs au test avant la compétition, sous l'impulsion du président de sa fédération, l'ancien international Samuel Eto'o.
Résultat, 32 joueurs ont été jugés inéligibles et ont dû être exclus du groupe. La fédération a dû reconstituer une sélection en urgence, avec des remplaçants testés à la dernière minute, et le Cameroun n'était pas un cas isolé cette année-là. La République démocratique du Congo a carrément dû se retirer de la même compétition après que 25 de ses 40 joueurs présélectionnés ont échoué au test. Le Tchad, de son côté, a été purement et simplement disqualifié après qu'une fraude a été confirmée sur l'un de ses joueurs. Un peu plus tôt, c'est le Libéria qui avait vécu la même mésaventure, disqualifié d'un tournoi régional après que 2 de ses joueurs ont échoué à l'IRM, un épisode que le ministre des Sports du pays avait qualifié publiquement d'humiliation nationale. Il y a aussi des cas individuels devenus emblématiques dans le monde du football, comme celui du milieu de terrain camerounais Joseph Minala, régulièrement cité dans les médias sportifs comme l'exemple le plus connu d'un doute jamais totalement résolu sur l'âge officiel d'un joueur professionnel, doute qu'il a suivi pendant une bonne partie de sa carrière en Europe. Ce genre de cas, largement relayé et commenté pendant des années, a contribué à nourrir la méfiance générale du public envers les documents d'identité présentés par certains jeunes joueurs africains, même quand rien ne permettait, dans la majorité des autres dossiers, de tirer la moindre conclusion similaire. Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur réelle du phénomène. Un responsable d'académie de formation au Ghana est même allé jusqu'à avancer, dans une interview reprise par plusieurs médias, que ce problème toucherait environ 95% des jeunes joueurs africains évoluant dans certains circuits, un chiffre qui reste évidemment à prendre avec prudence puisqu'il s'agit d'une estimation personnelle et non d'une étude scientifique, mais qui montre à quel point le sujet est pris au sérieux par les acteurs du football sur le terrain. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes, et où il faut vraiment faire attention à ne pas tout mélanger. Le fait qu'une fraude sur l'âge existe réellement dans certains cas ne veut absolument pas dire que chaque joueur suspecté sur les réseaux sociaux est coupable. Les responsables médicaux de la Confédération africaine de football le rappellent eux-mêmes régulièrement. L'IRM du poignet n'est pas un outil qui donne un âge exact, c'est un outil d'éligibilité, qui sert uniquement à dire si un joueur a dépassé ou non un certain seuil biologique. Et surtout, ce protocole ne concerne que les compétitions officielles de jeunes organisées par les confédérations. Il n'est absolument pas systématique dans les clubs, ni obligatoire lors d'un transfert entre 2 clubs professionnels, en particulier quand ce transfert concerne des joueurs qui ont déjà dépassé l'âge des catégories jeunes. Autrement dit, l'apparence physique d'un joueur sur une photo ou une vidéo, aussi convaincante soit-elle pour un internaute, ne constitue absolument aucune preuve scientifique de quoi que ce soit. La morphologie varie énormément d'un individu à l'autre, en fonction de la génétique, de l'alimentation, de l'entraînement précoce et de dizaines d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec l'âge réel d'une personne. Il y a d'ailleurs eu des cas où des accusations d'âge se sont révélées être de véritables polémiques diplomatiques plutôt que des fraudes avérées. En février 2025, la Fédération centrafricaine a publiquement accusé la sélection camerounaise de tricherie sur l'âge de ses joueurs lors d'un tournoi junior. La fédération camerounaise a immédiatement réagi, parlant d'accusations diffamatoires et rappelant que tous ses joueurs avaient passé les tests IRM sous la supervision directe des instances continentales avant le début de la compétition. Ce genre d'épisode montre bien à quel point ce sujet est devenu sensible, parfois utilisé comme un argument de rivalité sportive plutôt que comme une véritable préoccupation d'intégrité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un cas comme celui de Diomandé, ou pour n'importe quel autre jeune talent africain qui rejoindra un grand club européen dans les mois à venir? Ça signifie que la prudence doit s'appliquer dans les 2 sens. D'un côté, il serait naïf de prétendre que la fraude sur l'âge n'existe pas dans le football, les exemples qu'on vient de citer le prouvent noir sur blanc. Mais de l'autre côté, il serait tout aussi malhonnête de transformer une simple impression visuelle ou une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux en accusation de fraude documentaire contre un joueur précis sans la moindre preuve concrète. Dans le cas de Diomandé, les informations vérifiables sont claires. Le joueur est né en novembre 2006 selon les documents officiels transmis lors de son transfert, et sa fiche a été validée par la Liga cette semaine, avec un numéro de maillot attribué et la possibilité de débuter dès le premier match de la saison. Aucune enquête officielle, aucune inconsistance documentaire confirmée par une source fiable n'est venue contredire cette version à ce jour. Ce qui circule sur les réseaux reste, pour l'instant, exactement ce que c'est. Une spéculation, alimentée par des comparaisons physiques qui n'ont aucune valeur scientifique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le football africain traverse une période de transition sur cette question précise. D'un côté, les instances comme la CAF ont mis en place des outils de plus en plus rigoureux pour lutter contre les fraudes documentées,
avec des conséquences très concrètes pour les fédérations qui ne jouent pas le jeu. De l'autre, les réseaux sociaux ont créé un climat où n'importe quelle rumeur, aussi peu fondée soit-elle, peut se transformer en vérité aux yeux de millions de personnes en quelques heures seulement, simplement parce qu'elle a été partagée suffisamment de fois. Et c'est peut-être ça le vrai danger aujourd'hui, non pas la fraude elle-même, qui reste un problème réel mais documenté et combattu par des protocoles scientifiques sérieux, mais la manière dont le doute se propage désormais bien plus vite que la vérité, surtout quand il touche des jeunes joueurs qui n'ont, pour beaucoup d'entre eux, absolument rien à se reprocher. La prochaine fois qu'un jeune talent africain signera dans un grand club et que la même polémique refera surface sur votre fil d'actualité, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'il existe une preuve documentaire, un test, une enquête officielle derrière cette accusation? Ou est-ce simplement une intuition basée sur quelques photos partagées des milliers de fois? La différence entre les deux, c'est exactement ce qui sépare une véritable affaire d'intégrité sportive d'une rumeur qui ne mérite pas d'être prise pour argent comptant. Si cette vidéo vous a aidé à voir cette polémique sous un angle différent, n'hésitez pas à laisser un like, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce phénomène et si vous voulez qu'on creuse un cas précis parmi ceux qu'on a mentionnés aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à Flash Foot parce qu'on continue à décrypter pour vous les coulisses du football, loin des rumeurs et des raccourcis, avec toujours les faits en priorité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.